Immobilier et bâtiments durables, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission mensuelle Immobilier et bâtiments durables. Vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts ParisTech. Je vous rappelle que cette émission est donc réalisée en partenariat avec le Master Immobilier Bâtiments Durables, Transition carbone, énergétique et numérique de l'École des Ponts ParisTech. Je vous rappelle aussi le principe de votre émission, qui est de vous préparer, de vous former, vous, acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment, afin que vous soyez prêts aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Alors aujourd'hui, comme chaque mois, nous allons nous intéresser au sujet développé durant la semaine de cours du Master qui se déroule actuellement. Aujourd'hui, la question posée est la suivante. Quels sont les défis de la conception? Alors, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir en plateau deux éminents spécialistes, Aline Maréchaux, qui est architecte, ainsi que Robert Seller, qui est ingénieur. Et nous aurons le plaisir, en fin d'émission, d'interviewer un ancien diplômé du Master, en la personne de Vincent Alejandro, promotion 2021. Alors, Aline Maréchaux, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc architecte, associée chez Univers et Conseil. C'est une société donc qui accompagne la conception et la conduite de projets à forte empreinte environnementale. Vous-même, vous êtes consultante auprès de propriétaires de sites vacants qui souhaitent les réactiver. Enfin, vous êtes co-responsable avec Hélène Laure de la semaine de cours du Master, dont le thème est donc la conception. Alors, en première question, pouvez-vous nous définir quelle est la phase conception et quel est son rôle dans l'expression de la dimension environnementale d'un projet? Alors la phase conception, je peux vous en parler parce que j'étais à la fois programmiste, maître d'œuvre, constructeur dans ma vie antérieure. Donc effectivement, la phase conception, c'est celle pour moi qui préfigure le projet. C'est le moment où on passe à l'action. C'est le moment où toute la demande du maître d'ouvrage s'incarne enfin dans un projet. Très bien, merci pour cet éclairage. J'imagine que la conception, c'est aussi faire des choix. Qui dit faire des choix peut faire, peut mettre en évidence peut-être des difficultés à mettre tout le monde un petit peu en alignement. Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'expression de votre métier? Alors, la dimension environnementale, elle intervient à différents moments du processus de projet. Et les difficultés sont pas les mêmes en fonction de où elle intervient. Sur le volet environnemental, on voit bien que c'est le maître d'ouvrage qui, à un moment donné, va placer le curseur et va donner son ambition. Mais c'est pas uniquement dans la phase de conception que va avoir lieu cette incarnation, je veux dire, environnementale. C'est aussi déjà dans la partie programmation qui est antérieure, pour la bonne raison que ça peut être un choix de site. Le choix de site, le maître d'œuvre n'a rien à voir avec ça. Et pourtant, le choix du site va déterminer une certaine qualité environnementale. Ça peut être le fait de dire on réutilise et on fait pas du neuf. Donc ça appartient pas à la phase conception. Ça appartient à la phase antérieure. Ou on part sur un projet industrialisé. Encore une fois, l'architecte, il va être interrogé autrement sur sa phase de conception. Et du coup, les difficultés qu'on rencontre sont différentes en fonction de ces différentes phases. Mais on peut dire que pour aller dans cette direction-là, il y a la question de la complexité. C'est-à-dire quand on bouge un curseur sur ces sujets-là qui sont vraiment globaux et holistiques, et je pense que Robert pourra en dire deux mots. Quand on bouge un curseur, on en améliore un, on en détériore un autre. Donc cette gestion de la complexité, et ça va être pour ma part en tant qu'AMO une aide à l'arbitrage à faire et beaucoup de pédagogie. C'est aussi une question de surcoût. Il y a la peur du surcoût de la part de la maîtrise d'ouvrage, ce qui pourra être après démontrer que c'est pas forcément la réalité, mais en tout cas c'est un vrai sujet. Et la question des mentalités, parce que on se dit que encore aujourd'hui il faut qu'on fasse comme d'habitude, parce que ça consolide, ça rassure le maître d'ouvrage, ça rassure les entreprises. Et nous, notre boulot, que ça soit en AMO ou en conception, ça va être de faire beaucoup de pédagogie. Mais voilà les trois grands enjeux et freins, en fait, à cette transformation. Alors, merci pour cet éclairage. Alors, comment vous voyez justement l'avenir de votre profession, peut-être comment passer au-delà de ces difficultés? Comment voyez votre profession? Comment voyez-vous aussi plus généralement l'avenir de la filière?
Alors, sur ma profession AMO, elle est florissante, parce que je pense que justement, pour aider à aborder la complexité, on a besoin d'AMO qui ont quand même déjà mis les mains dans le cambouis, et surtout à des niveaux différents. Donc, pour ma part, je vais bien. Sur la conception, elle va être un petit peu réinterrogée quand on va faire des bâtiments industrialisés, si on en fait, parce que ça signifie travailler main dans la main avec les industriels, et ça, les maîtres d'œuvre sont pas forcément habitués à ça. Faire de la réutilisation et de la réhabilitation, tous les maîtres d'œuvre ne savent pas non plus comment faire, donc va y avoir besoin que la filière, enfin en tout cas que les professionnels de la conception se transforment, se forment, etc. Après, moi je dis que ça sera une réussite et la transition sera réussie quand tous les membres de cette filière de la construction et de l'immobilier souhaiteront, désireront ardemment habiter et vivre dans les bâtiments qu'ils ont construits et qu'ils ont réalisés. Tant que c'est pas le cas, ça prouve qu'il y a un bug dans la filière et que c'est pas complètement satisfaisant. Ouais. Okay. Merci beaucoup Aline pour cette vision très prometteuse de votre métier, de la conception. Merci. Robert Seller, bonjour et bienvenue. Vous êtes ingénieur conseil dans votre propre bureau d'études qui œuvre depuis plus de 40 ans comme bureau d'études spécialisé dans des projets de bâtiments et d'urbanisme durable à l'échelle internationale, notamment dans les pays du Sud. Entre 2008 et 2011, vous avez été maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, où vous continuez d'intervenir ponctuellement. 2008 et 2021, pardon. Et 2021, pardonnez-moi. Voilà. Et d'intervenir ponctuellement ainsi que dans d'autres écoles. J'ai lu que vous étiez un partisan de la collaboration transdisciplinaire, de l'innovation dans les pratiques conceptuelles et constructives, et d'une approche de l'architecture dont les mots-clés sont bien-être, respect, pédagogie, ainsi que frugalité et bienveillance humaine et écologique à tous les étages. Fort de cet état d'esprit, pouvez-vous nous donner votre définition de la phase conception et de son rôle dans l'expression de la dimension environnementale d'un projet ? Vous avez tout dit. Alors, manifestement, évidemment, pour faire un bon projet architectural, globalement, évidemment, il faut que ça soit une bonne conception. Dans un projet, on peut perdre des choses après la conception, mais on ne peut pas en gagner. Autrement dit, si on pose mal les bases du projet, a fortiori quand on a une démarche environnementale. Alors, je vous dis tout de suite, j'aime pas trop le mot environnemental parce qu'il est un petit peu souvent trop pensé comme purement environnementaliste. Je préfère le mot écologique, même si ce mot-là est très connoté politique, etc. Mais disons global, au sens mutation, transformation, transition, etc. Parce que tout est lié. Dans un projet à forte ambition humaniste, l'important, évidemment, c'est dès le départ, de poser la question à la bonne échelle. Et c'est à la phase de conception qu'on est capable de poser la question à la bonne échelle, c'est-à-dire peut-être dézoomer par rapport au projet à son échelle par masse, à son échelle architecturale, la dézoomer à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'urbanisme, à l'échelle du territoire, etc. Parce qu'on va trouver évidemment à cette échelle-là des réponses qui valorisent le génie du lieu au sens large, c'est-à-dire à la fois le climat, à la fois le site, à la fois l'histoire, à la fois les savoir-faire, etc. Donc tout ça, c'est en phase de conception. Et d'ailleurs, un des problèmes qu'on a souvent à cette échelle-là, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de se poser toutes les bonnes questions. Donc je dirais que l'essentiel, les mots-clés, on va dire, dans cette phase de conception, c'est avoir la capacité, effectivement, de questionner le programme, éventuellement de le critiquer pour le dézoomer, l'amender, etc. On a de très bons projets qui répondent parfois un petit peu de manière biaisée à un programme, donc c'est vraiment essentiel. Et la deuxième point, ou je sais plus, le troisième point important aussi, c'est être capable de constituer une équipe qui va vraiment répondre à la question. Quand je dis la question, c'est la question élargie, dans toutes ses acceptions. En allant chercher, il y a souvent des indicateurs environnementaux qui sont fixés, de la performance énergétique, etc. Mais parfois, tous ces aspects-là, on va réussir à les atteindre en phase chantier, en phase de travaux et en phase, évidemment, vie en œuvre du projet, si on a été capable d'adjoindre souvent à l'équipe officielle qui va comprendre l'ingénierie environnementale, l'ingénierie technique, évidemment, un architecte, etc., mais souvent un sociologue, un paysagiste, etc. Donc, c'est vraiment une phase essentielle pour laquelle, d'ailleurs, le problème, c'est qu'on n'a souvent pas assez de temps, plusieurs phases. Donc, c'est une phase absolument essentielle et qui nécessite énormément de travail. On n'a pas forcément, d'ailleurs, assez souvent dans les pratiques conceptuelles, assez d'intervenants partenaires de la conception, de co-concepteurs. On parle beaucoup d'éco-co-conception.
parce qu'on a toujours il faut avoir autour de la table, alors qu'ils ne se sentent pas forcément concernés, un ingénieur structure, un paysagiste, je le répète, etc. Évidemment, ainsi que ceux qui sont là, et évidemment, c'est-à-dire bien évidemment l'architecte, l'économiste ou les ingénieurs qui sont en charge de la cohérence environnementale du projet. D'accord. Donc voilà quelques points clés. D'accord, c'est une vraie collaboration pluridisciplinaire. Dans l'exercice de votre métier, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour exercer cette activité, en particulier vis-à-vis des réponses attendues de développement durable ou d'écologie qui sont de plus en plus présentes? Alors, d'abord, il y a toujours le fait que, est-ce que la question qui nous est posée, l'exigence environnementale, les ambitions écologiques du projet et même les ambitions très fortes qui peuvent être aussi socio-économiques ou socio-culturelles, disons les différents volets officiels et autres du développement durable, est-ce qu'elles sont sincères, légitimes, etc. Est-ce que le maître d'ouvrage vraiment veut vraiment ce qu'il demande, et ce qu'il demande souvent est très ambitieux, et est-ce que derrière, dès qu'on va apporter des vraies réponses, qui vont dans le sens parfois de la frugalité, donc du re-questionnement de certaines réponses un peu standards, de certaines réponses techniques toutes faites, etc., est-ce qu'il va être capable de les accepter et de les valoriser? Autrement dit, en d'autres termes, moi je travaille beaucoup sur concours, vous savez, quand on fait un concours, pour que le projet soit fait, pour que la phase de conception aille au bout et se transforme en projet, il faut gagner le concours. On a souvent des projets qui, sur le papier, la demande est très écolo, et quand on fait une réponse écolo, en fait, on prend un projet qui est pas écolo. Alors, je schématise, je caricature un peu, mais souvent c'est ça. Et donc, évidemment, l'intérêt d'avoir autour de la table des gens comme Aline, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de dire au maître d'ouvrage, de traduire, de doser, la demande du maître d'ouvrage, de lui dire peut-être vous voulez ça, mais ça correspond pas forcément à votre maître d'usage, qui est un élément important et essentiel d'un projet, celui qui va l'utiliser. Ça correspond pas forcément à votre budget, ça correspond pas forcément à vos contraintes, etc. Donc ça permet évidemment, si on a un sachant du côté de la maîtrise d'ouvrage, évidemment de faire une réponse. Donc, alors premier point, j'appelle ça le conservatisme des pratiques. Le conservatisme, on le retrouve à toutes les échelles. Après, on va le retrouver dans les entreprises. Autrement dit, on prévoit un truc, mais ils font comme d'habitude, etc., etc. Deuxièmement, l'aspect temps. C'est-à-dire que pour faire un bon projet, tous les projets architecturaux historiques, on n'a jamais dit à des architectes, il faut, je sais pas moi, faire telle cathédrale dans la semaine ou concevoir telle cathédrale dans la semaine. On donne le temps au temps. Et souvent, pour dérouler un projet qui est multipartenarial, pluridisciplinaire, il y a beaucoup de réunions, beaucoup d'itérations, toujours sur le métier, il faut remettre son ouvrage. Et chaque phase de conception, souvent, on finit ce qu'on appelle un APS ou un APD, et 7, 8, 10 semaines après, il faut finaliser un projet, et c'est toujours très très court. Donc ça fait partie aussi des problèmes qu'on rencontre. Après, il y a quand même les conservatismes ils vont se décliner dans les pratiques techniques, etc. Heureusement, les choses évoluent, la réglementation évolue, on parle de permis de faire, voilà, petit à petit, on engrange quand même tous les organismes assez jacobins du pays, disons, quelque part, s'assouplissent un peu parfois pour nous permettre de faire des choses innovantes et qui vont dans le sens de cette frugalité que j'évoquais, simplification des projets, etc. Mais c'est pas facile. Après, quand même, on peut dire que positivement, dans la formation des maîtres d'ouvrage avance et encore une fois, grâce à des AMO, on voit qu'il y a quand même une évolution au niveau de la demande de plus en plus sincère. De toute façon, on est dans l'obligation de la transition écologique aujourd'hui. Bon, on comprend bien que ça peut enchaîner aussi avec les autres questions. Oui, on comprend bien que c'est pas forcément facile avec le conservatisme et la gestion du temps dont vous parlez, mais néanmoins les choses évoluent. Et selon vous, quelle est votre vision de l'avenir pour votre profession, de la filière en général? Oui, alors je parlerai de l'avenir des gens qui essaient de fabriquer de l'architecture qui donne du sens, c'est-à-dire de l'architecture qui va se poser toutes les questions spatialement et temporellement, c'est-à-dire faisons en sorte de faire des écoles dans lesquelles les enfants aient la banane, c'est-à-dire ils aient le sourire, ils soient heureux d'aller et ils apprennent correctement parce que la lumière est correcte, l'ambiance thermique, les couleurs, enfin tout ce qu'on veut. La bienveillance est déclinée non seulement par l'instituteur de la République ou pas de la République d'ailleurs, mais aussi par l'environnement du projet. Ça c'est vraiment un aspect essentiel. Donc aujourd'hui et maintenant, mais évidemment au-delà, c'est-à-dire se poser la question évidemment des ressources, parce que la question de développement durable, la question de l'écologie, c'est satisfaire aux besoins d'aujourd'hui, mais ne pas
puiser dans le capital pour empêcher à demain nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants de vivre une même qualité de planète. Et donc, c'est ça. Alors, tous les gens qui font ça, donc il n'y a pas que des ingénieurs comme moi qui sont un peu les aiguillons et les éléments transverses dans les équipes de conception qu'on évoquait tout à l'heure. C'est aussi bien les AMO, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les économistes, etc. Aujourd'hui, on a toute une arrivée de nouveaux économistes qui posent plein d'autres questions, qui n'est pas uniquement le coût de la membrane ou le coût de la structure bois ou le coût d'isolant, mais qui posent des questions, des coûts différés, etc. Donc tout ça, c'était tous ces métiers du construit durable, c'est-à-dire, comme je disais à mes étudiants à l'école d'architecture, c'est-à-dire l'architecture qui donne du sens, un sens manifestement écologique, et bien évidemment, tout ça pour l'humain, mais aussi pour le vivant, puisqu'une autre dimension à laquelle il faut être absolument attentif aujourd'hui, c'est le fait que quand on arrive sur un endroit, en général, l'humain arrive, mais il y a déjà des animaux, il y a des vers de terre, il y a des oiseaux, etc. Donc là, cette dimension biodiversitaire qui arrive de plus en plus dans l'architecture, qui fait partie de nos préoccupations, et qui on revient à la question numéro 1, essentielle dès la phase de conception. Dans le déjà là, je vais plus le citer. Donc extrêmement optimiste, et même quand on est pessimiste, on se dit qu'il est beaucoup trop tard pour être pessimiste, donc on redevient optimiste et on fait notre part du colibri. Je dis toujours à mes étudiants que les architectes, les maîtres d'ouvrage, etc., sont de gros colibris dans l'humanité parce que les actes dont ils sont responsables ont des impacts colossaux en termes d'impacts globaux, quantitatifs, les ressources, les matériaux, l'énergie, etc., consommés par les bâtiments sont colossaux, mais aussi pédagogiques, parce que évidemment, une école bien faite, un bâtiment bien fait va générer une pédagogie de respect, une pédagogie de questionnement. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi, etc. Pourquoi on est confortable alors qu'il n'y a pas de clim. Eh bien, ça, c'est extrêmement positif. Donc, je suis très optimiste et on avance. Pas assez vite, jamais assez vite, mais quand même on avance. L'existence de votre émission fait partie de ces espaces où on est là pour effectivement pousser ce cri bienveillant mais déterminé. Merci beaucoup Robert pour votre éclairage et pour votre optimisme. J'aime bien l'image du gros colibri et on perçoit bien à la fois les spécificités, les complémentarités entre votre activité et celle de Aline. Eh bien, merci Frédéric. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai proposé en début d'émission, nous recevons un ancien diplômé, Vincent Alejandro, donc promotion 2021. Bonjour Vincent. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous préciser les raisons qui vous ont conduit à suivre le master et surtout ce qu'il vous a apporté? Pas mal de choses. Le master m'a apporté pas mal de choses. Je suis clairement monté en compétence dans le domaine du développement durable, ça c'est sûr. J'ai acquis plein de nouvelles connaissances théoriques générales. Mais bon, c'est surtout les apports pratiques du master que j'utilise dans mon activité de bureau d'études. Je suis en bureau d'études structure. Dans le master, il y a tout un volet conception architecturale de projet qui est une mine d'or. À l'intérieur, on trouve toute la préparation à la RE 2020. On rentre dans le détail dans tous les indicateurs de performance, énergie, confort d'été et surtout carbone. On y voit que l'holostructure a un impact très important sur l'empreinte carbone d'un bâtiment, que les bureaux d'études structure peuvent orienter la conception architecturale des projets dans le bon sens. Après le master et le travail que j'ai fait sur ma thèse, je peux proposer aujourd'hui à mes clients des solutions techniques compatibles avec la RE 2020. C'est même toute mon équipe en fait qui est en mesure de proposer ça. Maintenant qu'on a intégré ça à nos process, ça fonctionne bien. J'ai même un cas où le maître d'ouvrage exigeait des performances carbone qui étaient 20% inférieures à la RE 2020. On peut y arriver en orientant dès le départ, c'est ce qui était dit auparavant, dès le départ, dès la conception, en jouant sur tous les leviers possibles. On a touché un peu à tout, par contre. On a touché à la volumétrie, on a touché à la matériaux utilisés, on a fait un gros travail itératif avec l'architecte, le BF8, et ça a permis une économie de matière très importante. Donc les apports du master, ils sont nombreux, mais c'est surtout sur le volet technique et pratique qui m'ont apporté, entre autres les apports sympathiques du master. Après, il y a tous les aspects légitimité d'expertise, bien sûr, sur ce type de projet. Un master d'une grande école comme les Ponts, ça rassure aussi mes partenaires. Il y a aussi le réseau pro qu'on peut se faire, le réseau amical qu'on crée aussi à l'école. Il y a plein de choses, quoi. Après, bon. Voilà, le master m'a apporté beaucoup de choses.
Merci Vincent pour cet éclairage. Pouvez-vous nous préciser le sujet de la thèse professionnelle que vous avez portée, ainsi que les raisons de votre choix? Alors en fait, je me suis dirigé tout de suite sur mon domaine d'expertise, qui est la structure. J'en ai pas d'autre, donc le choix était vite fait. Je suis parti sur une problématique structurelle avec l'intégration des contraintes carbone, en compatibilité avec la RE 2020. J'ai essayé de cibler un parc de bâtiments qui était relativement significatif. Je suis parti directement sur le secteur résidentiel collectif neuf, parce qu'en 2050, ce sera à peu près 30% du parc de bâtiments. 30% des bâtiments de demain sont pas encore construits en 2050. Donc dans un premier temps, j'ai vérifié la pertinence du développement des structures à ossature mixte qu'on voit un peu se développer sur les nouvelles typologies de projets. J'ai comparé ça à des structures conventionnelles qui sont encore construites aujourd'hui en béton armé, maçonnerie, avec des cloisonnements intérieurs porteurs. Enfin voilà, c'est des projets qu'on fait actuellement encore. Par structure à ossature mixte, j'entends bien les structures poteau-poutre mixtes bois-béton qu'on voit un peu fleurir par-ci par-là sur toutes nos métropoles. À destination de logement, j'entends. Je me suis vraiment concentré sur le logement. Donc en gros, les résultats de la thèse, en spoilant un peu, toutes choses égales par ailleurs, les structures à ossature mixte, elles sont bien plus performantes. On est sur des gains d'émissions de l'ordre de 15% à matériaux conventionnels, jusqu'à 25% sur des matériaux un petit peu alternatifs. Est-ce que ça passe les seuils de la RE 2020? Oui. Sur les 10 prochaines années, on n'a pas trop de difficultés. Au-delà, ça se complique, il va falloir appliquer d'autres pansements. Après, dans ma thèse aussi, je me suis concentré sur l'impact carbone des règles parasismiques. J'ai fait un petit volet également sur la réversibilité d'usage et j'ai quantifié un peu ces impacts en termes de facteurs d'émission sur un projet classique. Et le dernier point que j'ai développé, c'est les études d'impact sur les toitures végétalisées, les célèbres si chères à certaines métropoles. Voilà. En gros, c'est ça le résumé de ma thèse. Une thèse donc qui est assez riche avec des applications opérationnelles très concrètes. Eh bien, merci donc Vincent, merci Aline et Robert pour vos interventions, vos éclairages très pertinents. Envie de dire qu'il y a une nouvelle mouture de cette semaine conception. À partir de cette année, on vient de tester une nouvelle mouture sur cette semaine dont Robert a participé avec une grande part donnée au workshop. Donc effectivement, travailler, mettre les mains dans le cambouis. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup Aline pour cette précision. Donc nous vous retrouvons cette semaine justement au Master IBD pour approfondir ces thèmes passionnants. Nous rappelons à nos auditeurs l'apparition de l'excellent livre Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol. Je vous rappelle que c'est un ouvrage écrit en collaboration avec le Master du même nom et qui reprend son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre Master sur le site de l'École des Ponts, écoledesponts.fr. Cette émission s'achève. Le mois prochain, nous vous donnons rendez-vous et nous répondrons à la question « À quels défis peuvent répondre les solutions techniques ?» À bientôt. À bientôt. Immobilier, bâtiment durable avec l'École des Ponts. Une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.